tous, donc je suis Pierre-Olivier Chotard, comme vous avez pu le voir, j'ai remplacé Philippe Vonhoff qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir échanger sur un sujet qui est un peu nouveau pour moi, même si, comme il vient de le dire, je viens du SaaS, et vous avez pu voir, j'étais chez Salesforce, je pouvais en parler, où c'est un modèle SaaS avec abonnement, et donc j'ai rejoint depuis 1 mois et demi Zuora, qui est complètement dans ce domaine-là, puisque même Salesforce utilise Zuora pour ses abonnements. Donc déjà, je voulais faire un petit tour de l'assemblée pour savoir si vous pensez, vous, être déjà dans une économie de souscription. Est-ce que vous pensez, levez la main si vous êtes déjà souscripteur? 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal, ça se lève et c'est excellent. Donc effectivement, dans la souscription, au niveau de tout ce que vous avez à disposition aujourd'hui, si vous allez sur du Deezer, du Netflix, de HBO, tous les abonnements qu'on peut avoir au niveau des contenus vidéo, si vous êtes, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sur Dropbox, sur Box par exemple aussi, des différents systèmes. Vous avez aussi, dans la vie quotidienne, la capacité de vous abonner à votre club de gym, par exemple, de faire des donations à des associations caritatives. Tout ça va vous permettre de faire de la souscription et de l'abonnement et de donner de l'argent. On va voir comment aujourd'hui, en tant qu'entreprise, alors qui sont dans la salle des entreprises déjà actives qui viennent se renseigner sur ce qui se passe sur la nouvelle économie? Je ne vois pas trop. Plutôt start-up, plutôt étudiant qui regarde comment il va pitcher son business plan tout à l'heure. Il y en a quelques-uns. Donc c'est important aujourd'hui, comme moi je l'ai fait aussi il y a 5 ou 6 ans dans l'éducation du modèle SaaS en étant chez Salesforce sur le CRM, parce que quand on fait une start-up, quand on a une entreprise, si on n'a pas d'outils de relations clients et de gestion et d'engagement, on va avoir du mal à croître. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de start-up et d'entreprises qui n'ont pas ce genre d'outils. Dans des TechCrunch, j'ai souvent dit, c'est bien, les entreprises françaises et les start-up françaises ont beaucoup d'idées, vive la French Tech, mais ils ne savent pas forcément vendre les services associés à leurs idées. Alors qu'aux États-Unis, avant même de créer le business plan, ils ont déjà un outil de CRM et un outil d'abonnement qui va permettre de rentabiliser les services qu'ils vont proposer. Donc il faut aussi savoir mettre les bonnes briques dans les bonnes cases, dans la création de son entreprise. Donc aujourd'hui, l'économie de la souscription, donc brièvement, et je ne reviendrai plus après dessus, Zuora, donc c'est une société qui a été créée en 2007 par le chief stratégiste de Salesforce. Donc c'était Tianzhuo. Alors Tianzhuo, Zuora, ils aiment bien mettre leur nom dans le nom de l'entreprise aux États-Unis. Donc fondée donc en 2007, plus de 700 clients aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'on est vraiment dans un modèle SaaS, ce qu'on appelle multitenant, c'est-à-dire qu'il y a une seule entité du modèle qui est disponible pour l'ensemble des clients. C'est une plateforme multitenant. Donc un seul produit, quand vous êtes sur Facebook, Yahoo ou autre, vous avez un produit, une application qui est partagée par des millions d'utilisateurs. Donc dans le modèle, on a plus de 70 releases qui sont sorties tous les mois. Donc c'est une mise à jour perpétuelle avec des nouvelles fonctionnalités qui enrichissent la plateforme et notamment la plateforme de pricing que vous allez voir tout à l'heure. Un funding de 232 millions de dollars, on a levé 115 millions il y a 1 mois et demi. C'est un modèle qui intéresse beaucoup les investisseurs puisqu'on va le retrouver dans l'ensemble de l'économie. Vous allez voir de passer d'une économie de produits, je vends upfront un produit, à je propose un service d'abonnement régulier et je ne propose plus de produits à vendre. Donc c'est une disruption assez forte et toutes les sociétés aujourd'hui qui ont un petit peu disrupté le marché, on dit disrupté, ubérisé, je suis désolé par mes anglicismes, ont utilisé ce type de modèle d'abonnement. Aujourd'hui, on gère par quarter plus de 2 milliards de transactions. Donc toutes les factures émises concernant les abonnements, il faut une plateforme qui puisse le permettre. Donc c'est aujourd'hui
une solution assez intéressante dans sa scalabilité, dans sa montée en charge, et 95% de Customer Satisfaction. Donc c'est aussi important dans le modèle global, la satisfaction dans le modèle SaaS et l'abonnement, puisque comme vous ne vendez plus de produits, il faut que le client soit satisfait en permanence de vos applications et qu'il continue à s'abonner. Donc la relation client est différente, c'est pas shoot and forget, je vends et je m'en vais en courant, c'est vraiment j'accompagne un client dans l'usage des solutions que je lui propose. Une petite vidéo pour montrer un petit peu comment, alors un petit peu de son si c'est possible, il y avait un peu de musique, c'était un petit peu plus interactif, ça. Voilà. Donc comment on accompagne toutes les entreprises que vous avez au quotidien dans différents domaines qui utilisent Zuora. Merci. Donc, vous voyez dans l'ensemble de ces vies différentes qu'on a au quotidien dans l'entreprise, dans sa vie de tous les jours, il y a pas mal de logos que vous avez reconnus, d'autres qui sont moins connus en Europe. Chacune des entreprises ont un business model basé sur la souscription. Donc c'est vraiment une grosse évolution aujourd'hui du modèle de relation qu'on peut avoir avec sa base installée, ses clients. Et donc, vous pouvez le voir, on pourrait penser que la souscription, l'abonnement, bon, typiquement, le modèle d'abonnement, c'est quelque chose qui a été créé par les opérateurs telco il y a 20 ans pour pouvoir vous proposer des services d'abonnement sur votre téléphone. Donc ça, c'est le modèle classique, ce qui pose déjà même un petit problème parce que vous n'avez pas forcément une expérience client avec votre opérateur telco qui forcément est très bonne. Si vous voulez changer de modèle d'abonnement, prendre un premium par rapport à un gold et puis un silver, il y a des noms toujours, le carré rouge, le carré vert, le carré bleu, il faut plutôt vous désabonner et reprendre un service complémentaire parce que vous avez souvent la hotline qui vous dit c'est impossible de pouvoir prendre un service facilement. Là, aujourd'hui, la relation que vous avez avec ces gens-là et le modèle d'abonnement, il doit être souple, facile et interactif. Donc, on voit aujourd'hui que ce modèle d'abonnement, il touche toutes les branches de l'industrie, que ce soit les technologies, les médias, les telcos, les services aux personnes ou l'Internet des objets. Donc, brièvement, je reviendrai sur différents cas qui pourront vous intéresser, mais brièvement, par exemple, HBO aujourd'hui ou Netflix, si vous vous abonnez, et d'ailleurs Netflix vient de faire une assez grosse annonce dans la semaine, en annonçant qu'ils ne passeront pas, ils ont décidé sur la prochaine année, ils vont l'année prochaine, mais de ne pas passer de pub. Voilà, il n'y aura pas de pub sur Netflix, le modèle reste en abonnement, donc ça reste un modèle qui doit rester pour eux facile à utiliser. Donc là, nous, on opère en back-office ce genre d'abonnement. Important aussi, donc la partie telco, on commence sur certains opérateurs telco à avoir un modèle d'abonnement plus souple. Et puis des clients comme le FT, par exemple. Alors, pareil, la presse, le contenu que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si est-ce qu'il y en a dans la salle qui s'abonnent à un contenu payant sur Internet. Un journal, un fil d'information. OK. Donc, il y en a quelques-uns. Donc, il va y en avoir de plus en plus. Parce que ce qui est important à savoir, ok, vous pouvez faire une recherche Google et puis avoir pas mal d'informations. Maintenant, on s'intéresse vraiment à l'information ciblée qui vous intéresse vraiment personnellement par rapport à votre métier ou vos passions personnelles. Le Financial Times, le Guardian, le Sun, tous les journaux anglais, c'est qu'on a commencé à se déployer comme n'importe quelle start-up américaine d'abord en Angleterre, sont passés sur un modèle d'abonnement sur leurs publications médias et digitales et leurs publications papier avec nous. Et c'est vrai que jusqu'à présent, quand on s'abonnait à un magazine papier ou même à du digital, c'était assez compliqué de pouvoir upgrader sur certains contenus, pour avoir aussi à la fois le contenu digital et le contenu papier, ou inversement suspendre son abonnement quand on part en vacances du contenu papier. Et aujourd'hui, on a opéré un shift sur ces
sur ces entreprises du média papier, de la presse, comme aussi Fairfax. Vous pourrez faire un check sur Fairfax et regarder comment ils ont explosé depuis quelques mois. Parce qu'on apporte une souplesse et une facilité dans le modèle d'abonnement. Aujourd'hui, dans une plateforme d'abonnement qui doit porter son nom et ses capacités, nous, on apporte plus de 50 modèles de pricing différents qu'on a checkés sur toutes les plateformes Internet existantes. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui, on l'update en permanence, pour pouvoir proposer des choses au jour, à la semaine, au mois, payer au mois et avoir un contrat sur 3 ans, payer sur 3 ans et avoir un delivery sur une semaine ou un mois. Donc d'avoir une souplesse complète de ce genre de choses. Mais surtout, c'est quand vous prenez un service complémentaire, c'est automatiquement, dans le clic, et instantanément, le recalcul complet de votre abonnement. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous prendre la tête avec quelqu'un au service téléphonique et dire « et si je prends ce service-là, alors que je suis en milieu d'abonnement sur mon service, comment ça va se réattribuer ?» Donc vous voyez pas mal de références. Je vais aller en détail sur 2-3 refs qui valent le coup et on verra ça après. Donc, comment et à quoi il faut que vous pensiez quand vous regardez les modèles d'abonnement. Donc, comme on l'a vu dans un certain ref, aussi dans la partie éditeur de logiciels, donc on opère les abonnements de Box, de DocuSign, de Salesforce, donc pas mal de grosses boîtes qui sont sur le marché et qui ont un succès intéressant. Et on verra aussi le business case d'Adobe. À quoi il faut penser? Tout d'abord, effectivement, la partie commerciale. Qu'est-ce que vous allez exposer en termes d'informations pour qu'un abonné puisse directement aller sur votre service que vous allez proposer? Et donc un modèle d'abonnement que vous aurez prédéterminé avec un prix au mois, ou à la semaine ou à l'année. La partie order management, aller directement sur le provisioning, c'est-à-dire la personne a choisi son prix, elle le clique, effectivement, il va falloir lui délivrer le service et aller sur vos plateformes à vous ou dans vos centres d'opération pour activer le service. Donc ça doit être complètement intégré et processé. Si c'est manuel, c'est clair que vous n'allez pas pouvoir monter dans votre business model. Après, c'est la partie facturation. Une fois que j'ai commencé à processer et à avoir la partie paiement de mon client, puisque effectivement la partie pricing et costing, on va aller aussi sur des plateformes de paiement pour s'assurer que la personne a payé, c'est d'avoir des factures. Donc vous avez pu voir, aujourd'hui, nous on a une plateforme qui opère jusqu'à 9 milliards de factures aujourd'hui par trimestre, donc ça doit débiter, sachant que plus on a de clients, plus en plus ils ont des couches d'empilement de factures qui doivent se mettre en place. Et après, c'est la partie financière. Donc, une fois que vous avez eu la transaction financière avec votre client, vous allez devoir aller, parce qu'il en faut bien une, hein, c'est toujours pas simple à avoir, mais il faut aller dans la compta et aller provisionner votre compta avec les informations concernant la souscription. Et là, on commence à rentrer dans un domaine qui devient hyper compliqué, parce qu'une comptabilité, que ce soit de l'Oracle, du Sage, du Cegid ou autre, toutes les comptas que vous allez pouvoir avoir quand vous allez créer votre entreprise ou quand vous êtes aujourd'hui dans votre entreprise, elles ne savent pas prendre un modèle où elles vont prendre du cash. Vous prenez un contrat sur 3 ans, vous n'avez pas le droit comptablement de prendre ce contrat de 3 ans. Vous devez l'itémiser et reconnaître simplement le revenu dans votre comptabilité mois par mois en fonction des paiements ou semaine par semaine des paiements de vos clients. Et donc c'est là où est tout aussi l'intelligence d'un outil de billing et de plateforme de souscription, c'est de pouvoir justement avoir une intimité avec vos outils financiers qui soit complète et complètement intégrée. Donc ça, c'est une plateforme qui gère de bout en bout l'entrée de vos clients, l'interaction avec vos clients, jusqu'à sa facturation. Pour revenir à la partie commerce, parce que c'est là où aussi on est toujours intéressé de voir comment tout ça fonctionne, et la partie de la partie commerce à finance, c'est le cycle de vie de l'abonné. Donc
La partie abonné et son pricing et son modèle d'abonnement, vous allez pouvoir le remonter nativement dans un outil de CRM, quel qu'il soit. Donc, qui aujourd'hui utilise un outil de CRM dans la salle? Quelques mains. Qu'est-ce qui a eu des cours sur le CRM, dans ces cours d'éco ou même digital? Bon, je vous invite à regarder quand même un peu parce que c'est important, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire de l'engagement client. C'est beau d'avoir un produit, mais après, il faut pouvoir pousser régulièrement de l'information au travers d'un outil de CRM. Là, l'intérêt, c'est que la plateforme de billing, elle va rentrer dans l'outil de CRM toutes les informations concernant vos abonnés. Donc là, en fait, nous, on fait de la partie VRM, le vendor, qui donne ces informations. Et là, les informations, elles sont top, hein, puisque c'est moi, en tant qu'abonné, quand vous vous abonnez quelque part, généralement, vous vous trompez rarement déjà sur vos données financières, mais aussi votre adresse ou vos coordonnées. Donc là, la donnée, elle est top. Vous la remontez dans l'outil de CRM, et à ce moment-là, l'outil de CRM va vous permettre de créer des campagnes marketing les plus optimisées qui soient, puisque vous avez les informations de consommation du service, comment l'abonné l'utilise, comment il se comporte en upsell, en downsell, s'il churn. Churn, ça va pour tout le monde, donc s'il se désabonne, donc c'est des terminologies de telco, et de voir son comportement. Et donc d'agir en campagne marketing avec des outils marketing du marché, il y en a plein, Pardot, Eloqua ou autres, pour pouvoir activer une relation marketing avec vos clients de la façon la plus optimisée possible. Donc vous voyez un cycle de vie complet de la partie abonnée. Côté finance, ce qui est aussi important à voir, c'est le modèle d'abonnement, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à un fait de vendre une licence ou un produit Shot. On va le voir juste après, c'est la capacité d'avoir une visibilité de votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, quand vous vendez un produit, vous le vendez, généralement vous allez avoir une nouvelle release ou un nouveau produit au bout de 2 ans, 3 ans. Et puis après, pour revenir voir le client, ça va être compliqué. Pour lui expliquer que vous avez une nouvelle version ou un nouveau produit à vendre. Là, dans un modèle d'abonnement, alors il faut avoir un engagement et une relation beaucoup plus intime avec ce client, parce qu'il faut venir le voir régulièrement. Mais vous allez avoir à la fois l'achat de la première année, mais l'abonnement sur l'année +1 ou +2. Ce qui fait que vis-à-vis, au niveau finance, de l'exposition de votre chiffre d'affaires vis-à-vis d'un investisseur, ça change entièrement, mais entièrement, complètement la donne. On verra sur des chiffres après. Une entreprise dont je viens, par exemple, qui est Salesforce, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, ils ont eu un bid sur eux de Microsoft. Donc Microsoft a proposé 50 milliards de dollars pour racheter Salesforce. Et Marc Benioff a dit non, moi, en dessous de 70 milliards, alors il faut voir quand même que c'est des chiffres qui sont assez, pour des entreprises B2B, ça ne s'est jamais vu. Jamais. Le plus gros rachat qui se soit fait, moi c'était déjà dans une autre boîte où j'étais, c'était BEA qui s'était fait racheter par Oracle, c'était 8 milliards. Là on parle de 50, 70, c'est tout juste énorme. Et pourquoi il a refusé? Parce que ces banquiers, ces financiers, il explique, voilà, moi je fais 6,5 milliards par an, mais j'ai déjà dans mes books, pour mon année N+1, N+2, j'ai déjà 10 milliards de dollars. Ils seront là. Même si je vire tout le monde, la boîte s'arrête, je ferai de toute façon 10 milliards, 6 plus 10. Donc, et ces chiffres-là, par rapport au chiffre d'affaires et la valeur, ils sont tout juste énormes. Donc c'est aussi de valoriser d'une façon différente votre entreprise. On va le voir dans les calculs qu'on va voir juste après. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on revient sur qu'est-ce qu'attendent vos clients ou vos futurs clients, c'est d'une part une relation personnelle, donc avec une proposition de valeur et d'abonnement qui soit vraiment très adaptée à vos attentes ou aux attentes de vos clients. Une valeur qui va s'améliorer en permanence. On veut avoir de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités au fil de l'eau et pas forcément attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir la marche d'escalier et le big shift sur le produit que vous allez proposer. Que le produit soit disponible immédiatement, je clique, j'ai le service. Ça, c'est... on n'attend plus. Je ne sais pas vous dans la salle, mais aujourd'hui, on n'attend plus que le service soit disponible la semaine d'après ou dans un mois. Quand on s'abonnait à de la presse papier, on renvoyait un papier et
par chance, peut-être un mois ou deux après, on recevait le premier magazine qu'on voulait recevoir pratiquement la semaine d'après. Aujourd'hui, on ne peut plus attendre, il faut qu'on clique et le lendemain, on est livré. On voit dans les systèmes de livraison, Amazon aux États-Unis, à New York, c'est livraison en 1 heure. Uber fait de la livraison en 1 heure aussi dans certaines villes aux États-Unis. Là, ils lancent le service. Donc, on veut le produit tout de suite. Donc, en temps réel. Et puis, que l'expérience que vous avez de ce service soit la plus facile et la plus simple et la meilleure à retenir. Oui, je me suis abonné à Box. J'ai cliqué, instantanément j'avais un drive, je pouvais regarder mes PowerPoint ou mes fichiers, les partager directement, je n'ai pas attendu et ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui, on l'a fait aussi sur la France l'année dernière avec l'IFOP et c'est les mêmes chiffres. Donc ça c'est les chiffres US, mais on l'a fait en France avec l'IFOP. 80% des clients veulent un mode de consommation en abonnement. Donc on ne veut plus aujourd'hui consommer sous un modèle d'achat. Il y a certains distributeurs, même en France, assez connus dans la rue, qui, quand vous allez acheter une télé, dans quelques semaines ou quelques mois, vont plus vous dire « vous achetez cette télé, mais je vous vends un service télévisuel ». Voilà. Je prends un service 55 cm, 60 cm, 65 cm, rétroprojecteur, avec un certain montant, qu'ils vont calculer comme leur business model leur permet, et tous les 2 ans, 3 ans, je vais recevoir un nouveau modèle. Parce que la technologie dans le domaine de la télé, la 4K, l'écran souple maintenant qu'on voit arriver, il y a une disruption technologique tous les 2 ans, voire tous les 18 mois. Aujourd'hui, dans ce monde de l'obsolescence programmée où vous ne voulez pas forcément jeter à la poubelle, il y a quelque chose qui marche ou qui va s'arrêter de marcher au bout de 3-4 ans, bah là on participe en disant voilà, vous ne consommez plus un produit, vous consommez son usage. Donc c'est aussi intéressant dans le mode d'utilisation. Donc il faut une nouvelle expérience, comme on l'a vu, avec aussi, en termes de pricing, quelque chose qui va être aussi plus facile et plus simple à mettre en œuvre. Je ne vais pas forcément, par exemple, donner... allez, je vais faire un effort, je vais donner 100 € pour le téléson cette année, mais si je vous propose aujourd'hui de dire je verse 5 € par semaine, 5 €, voilà, 3 une bière au bar, et vous allez être plus facile à convaincre. 5 € par semaine, vous faites le calcul, ça fait 250 € par an. Voilà, c'est des modèles qui permettent aussi de proposer des services qui ne sont pas un peu difficiles à mettre en œuvre et à appeler à décision vis-à-vis de la démarche financière. Donc aujourd'hui, sur une expérience dans la musique, par exemple, les disruptions qu'il y a eu dans la musique, un Sony Music, un Warner, un Universal, ils ont du mal aujourd'hui à vivre parce qu'il y a eu des disrupteurs qui ont proposé quelque chose qu'ils auraient dû proposer, mais ils ne l'ont pas fait, pour avoir une expérience qui est différente. Voilà, je vais pouvoir avoir un free trial de Spotify ou Deezer, tester, regarder si ça fonctionne bien. Je vais pouvoir me convertir et l'acheter hyper simplement. En 2 opérations sur mon mobile, je vais pouvoir le faire, sur n'importe quel mobile. Je vais pouvoir découvrir de nouvelles expériences musicales parce qu'on va me proposer des choses que des profils équivalents à moi en termes de souscription auront écouté et auront trouvé sympa. Avoir une identité sociale et surtout, et ça c'est important, c'est le brand loyalty. C'est-à-dire que ce client, quand vous êtes Spotify, c'est compliqué de migrer sur Deezer et inversement, c'est compliqué d'aller de Deezer à Spotify parce que vous êtes devenu, vous êtes rentré dans la communauté et l'usage de ce type de produit. Donc, mais on le voit sur la musique, mais sur n'importe quel autre type de service. C'est-à-dire que si vous vous engagez à avoir un service récurrent sur 2-3 ans, avec un coût qui est assez faible, vous n'allez même plus vous poser la question de changer de fournisseur. Donc vous avez une continuité de votre base de clients qui évolue dans le futur. Donc ça, c'est hyper important parce que même vis-à-vis aussi, je reviens dessus parce que c'est important, de vos investisseurs ou si c'est votre entreprise du chiffre d'affaires, vous avez une visibilité à long terme que vous pouvez prouver vis-à-vis des gens qui vous donnent des sous.
Manière de consommer des produits aussi de la vie quotidienne. Nous, on a une belle histoire avec Good Mousse aux États-Unis, donc brosse à dents pour enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur des produits d'usage récurrent que je vais devoir acheter par défaut, par exemple, aujourd'hui en France, le taux d'usage annuel de brosse à dents, c'est le renouvellement, c'est 2,5 brosses à dents par an. Bon, dommage. Faire attention à qui on parle. Normalement, de par les dentistes, ça devrait être 7. Là, j'abonne mon enfant à un service de brosse à dents et il va le recevoir systématiquement tous les mois, sa brosse à dents avec un petit coffret, un accompagnement. Et je suis sûr qu'au moins j'aurai le produit, je l'aurai renouvelé et j'aurai la bonne qualité. Et c'est vrai que dans le départ, si vous devez convaincre des clients d'avoir cette démarche-là, c'est facile pour le fabricant de brosse à dents. De toute façon, c'est votre dentiste qui vous indique qu'il faut mieux la changer tous les mois et demi. Donc prenez cet abonnement, vous allez le prendre. Et automatiquement, vous allez rester client et vous allez avoir une brand loyalty auprès de ce client. Donc ça, c'est important aussi dans la relation, même sur des produits grand public, qu'on commence à voir de façon assez importante. Et on le voit dans tous les domaines. Là, une expérience software pour ceux qui veulent s'orienter vers le développement logiciel, c'est Adobe. Bon, je pense que tout le monde connaît Adobe dans la salle. Hein. C'est le standard dans leur domaine. Et il y a 2 ans, ils ont décidé de changer de modèle. Pourquoi? D'une part, de vendre les produits sous forme de licence. Ils avaient un taux de piratage à 30-40%. Donc c'est bon. On fait un logiciel, on essaye un peu de le vendre et de le rentabiliser pour faire des investissements et d'avoir de nouvelles versions. On a des développeurs à payer. Mais aussi, c'est la capacité, vous pourrez regarder d'avoir une nouvelle relation vis-à-vis des clients et qu'ils n'aillent pas sur des produits concurrents, open source ou autres. Et donc vous, par exemple, peut-être dans la salle, et que vous puissiez avoir en permanence les nouvelles versions, puisque c'est un nouveau modèle à la fois de souscription et modèle SaaS de leur solution. Alors c'est compliqué au début, hein, parce que pendant 18 mois, les gens ne prennent plus de licence, prennent de l'abonnement, donc un fee d'abonnement qui est beaucoup plus faible. Mais au bout de 18 mois, là, c'est l'explosion. Vous verrez le petit calcul après, parce qu'on a cette base d'abonnés, et après, chaque nouveau client rajoute la nouvelle base d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, vous pourrez regarder sur le Financial News, Nasdaq.com ou autre. Vous verrez qu'en moins de 2 ans, la capitalisation boursière d'Adobe, elle a doublé. Voilà, c'est l'intérêt aussi de ce genre de modèle, c'est parce que les investisseurs, ils ont bien compris qu'un abonné, c'est beaucoup plus intéressant qu'un client, et parce qu'on l'a à plus long terme, et ils ont des performances boursières et financières qui sont vraiment exceptionnelles. Donc et tout ça, voilà, la décision, c'était juin 2013. Pendant 2-3 mois, l'action s'est effondrée, ça ne s'est pas bien passé parce que les gens n'ont plus vu de chiffre d'affaires rentrer. Et puis en 2 ans, ça s'est accéléré de façon assez impressionnante. Les connected cars, donc tout ce qui est IoT, donc là j'ai vu qu'il y avait au niveau de l'exposition quelques sociétés dans l'IoT. C'est pareil, les services qu'on propose sur les objets connectés, il va falloir bien les monétiser parce que vendre un produit et de le mettre chez vous, de l'avoir sur vous, et c'est simplement après on s'en va et puis vous pouvez monitorer gratuitement les données dessus. C'est pas un business model qui est forcément rentable et qui va vous permettre d'investir sur des nouveaux produits, sur des nouveaux devices. Là, j'étais la semaine dernière, il y avait un événement IoT à Paris au Carreau du Temple. Il y a un partenaire de Sigfox qui a créé un bouton. Voilà, c'est un bouton. Vous appuyez dessus et puis il se passe un truc sur un téléphone. Ça active un service. Ce qui est intéressant sur ces modèles-là, c'est que le fabricant de ce bouton, il est finlandais, il vous le donne. Il ne vous le vend pas, il vous le donne. Vous l'avez, voilà. De toute façon, fabriquer un objet connecté, ça ne coûte pas grand-chose du tout. Il vous le donne. Et c'est uniquement quand vous allez appuyer dessus
que vous allez être facturé de son usage. Alors ça peut être un bouton qui va servir à un système de détresse pour les personnes âgées. Mais tant que vous n'appuyez pas dessus, l'opération de facturation de notre côté, elle n'aura pas été faite, et l'activation du service, de secours ou autre, n'aura pas été faite. Donc c'est du Pay as you activate. C'est assez intéressant comme modèle, et ça fonctionne. Ça fonctionne même très très bien. Donc là, dans la partie Connected Car, on a un succès assez intéressant aux US qui va être déployé en Europe. C'est General Motors. Donc General Motors, là on voit c'est dans une Volt de chez General Motors. Donc c'est le Top Gun des voitures de General Motors, tout électrique, assez intéressante comme modèle. Ils ont donc développé, alors c'est intéressant aussi dans le business model, c'est qu'ils ont filialisé l'activité service connecté de la voiture. Parce que ils se sont aperçus que, en tant que fabricant de voitures, ce n'était pas forcément évident de pouvoir développer des choses innovantes parce qu'ils avaient une mentalité assez propriétaire chez les constructeurs automobiles, pas très open source, open mind. Donc ils ont décidé en comité de direction de dire OnStar, le service OnStar de General Motors, qui va être délivré par Opel aussi dans les quelques semaines qui suivent sur toute l'Europe chez Opel, ne sera pas interne à General Motors, mais en filiale externe, avec que des digital natives qui ont un esprit ouvert. Et donc aujourd'hui, quand vous achetez une voiture chez General Motors, dans tout le groupe, vous pouvez prendre des abonnements dans un catalogue qui est assez volumineux, qu'on manage, et vous pouvez activer votre voiture sur la 4G, vous cliquez, je veux qu'elle soit hotspot Wi-Fi, je veux qu'il y ait Netflix à l'arrière sur les écrans pour mes enfants, je veux TomTom, voilà, je clique au fur et à mesure et je constitue un ensemble de services dans ma voiture. Ce qui est intéressant dans le modèle, c'est non seulement j'ai une relation à long terme avec mon client General Motors, qui va rester chez General Motors, parce que je vais lui proposer, si je change de modèle ou si ma femme a aussi une voiture de General Motors, de dupliquer mes services sur l'autre voiture, ou de migrer mes services sur ma prochaine voiture. Donc d'avoir une souplesse de l'utilisation des services, et je peux même aussi revendre ma voiture en publiant sur le site de General Motors les services que j'ai contractés avec le montant restant dû de mes services, mais qui sont déjà actifs sur la voiture. Je n'aurais pas, en tant qu'acheteur de voitures d'occasion, à les prendre et à les acheter. Donc il commence à y avoir un marché d'occasion américain de voitures où, oui, je veux une voiture Netflix, je veux une voiture parce que elle est déjà configurée, il n'y a rien à faire, je monte dans la voiture et j'ai déjà des abonnements préconfigurés pour cette voiture d'occasion. Donc une relation très intéressante concernant la loyalty vis-à-vis du client qui restera dans le brand GM. Donc ça, c'est intéressant parce que on voit aussi que dans ces voitures connectées, quand vous prenez une voiture, aujourd'hui assez haut de gamme avec du multimédia dedans, il n'y a pas beaucoup de services disponibles, voire dans certains modèles ou certains constructeurs français, aucun. Donc c'est assez gênant donc, de voir que... Et sachant qu'ils ont décidé ça il y a 18 mois, ils ont mis 6 mois pour mettre les services en opération et c'est disponible. Donc c'est hyper, sur le principe, hyper simple et facile à mettre en œuvre. Donc on voit aujourd'hui qu'on touche sur ces nouveaux modèles d'abonnement des parties complètement différentes. On voit aussi l'éducation. On travaille avec des professeurs, un système professoral Kaplan aux États-Unis qui regroupe beaucoup de professeurs indépendants. Et ils monétisent leurs cours et leurs relations avec leurs étudiants de façon sous forme d'abonnement. Il y a certains MOOC aussi qui commencent à devenir payants parce que c'est bien de les mettre à disposition gratuite, mais il faut financer aussi les universités qui les produisent. Dans la musique, on l'a vu, ça a révolutionné la musique, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les diffuseurs apportent une valeur d'expérience et de diffusion, mais les producteurs, aujourd'hui, les grands médias, les grandes majors, commencent à réfléchir sur des nouveaux services pour vous, consommateurs de musique. Si vous êtes fan d'un groupe, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, si vous vous abonnez à EMI ou Warner Music ou Universal, pour un groupe, s'il passe ici,
Si pour 5 € par mois, je m'abonne à ce groupe et que je reçois une musique qui a été enregistrée live dans un concert un petit peu et qui n'est pas disponible sur iTunes ou sur Spotify ou sur Deezer, ça va m'intéresser. S'il passe ici en concert et que j'ai des places VIP, parce que je suis abonné à ce groupe, ça va m'intéresser. Si je paye encore un petit peu plus un nouveau service et qu'en plus je peux prendre le petit déjeuner avec le chanteur de groupe à côté, ça va encore plus m'intéresser. Donc il y a une relation par rapport aussi à celui qui a le contenu qui devient intéressante, et donc de revenir un petit peu sur les valeurs de ce qu'on a comme asset dans son entreprise. Donc l'entertainment, on l'a vu, hein, des sociétés comme HBO ou Netflix ont complètement disrupté la télé. La technologie, avec des éditeurs de logiciels aujourd'hui qui sont en pointe, qui utilisent ce modèle, et donc dans les télécoms ou l'Internet des objets. Donc des usages qui paraissaient pas possibles à mettre en œuvre. Aujourd'hui, vous voulez prendre un vélo, vous allez dans la rue. Il y a 10 ans, on vous aurait dit qu'il y aurait des vélos en libre-service dans les villes françaises et même des voitures électriques. Vous auriez eu... et pourtant, voilà, c'est en place et vous avez des abonnements pour ce genre de choses. Donc aujourd'hui, quelles sont les grosses brands dans le marché et celles qui sont rentables, qui sont les plus connues aujourd'hui? C'est des brands qui, Apple, Google, Amazon, qui utilisent ce modèle. Donc, et l'ensemble des autres aujourd'hui cherchent à mettre en place un modèle équivalent. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y en a pas un dans tout ce que vous voyez ici, qui ne cherche pas à mettre en place des services payants d'abonnement avec des fees qui peuvent être très légers, mais qui vous permettent d'entretenir une relation avec ce fournisseur. La relation, elle devient différente aussi, entre le delivery, la livraison, la relation avec la hotline, l'accès aux services sur son laptop ou sur un device mobile. Maintenant, elle doit être combinatoire, c'est-à-dire que je dois pouvoir, à partir de mon mobile, avoir la même expérience et la même relation qu'avec l'ensemble des autres et de croiser les informations. Donc on parle vraiment de plateforme interactive entre l'abonnement, le delivery, la facturation, la reconnaissance de revenus, beaucoup de choses différentes. Donc voir vraiment de passer d'un paradigme, j'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà, de supply chain vers le subscriber identities, du customer journey à la subscription journey, donc vraiment de changer l'état d'esprit qu'on a avec son client et la relation qu'on a avec lui. Donc ça, c'est important de voir ces étapes à passer, parce qu'elles donnent à votre service, à vos produits, une relation et une interaction complètement différente. Donc là, on va aborder la partie mathématique. Je suis désolé, là je deviens prof de maths, c'est la partie la moins sympa, mais quand même la plus intéressante parce que c'est celle qui permet, vous, en tant qu'entreprise ou en tant que créateur de services ou de logiciels, de voir quelle est la beauté du modèle, qui est très simple, mais qui a le mérite de pouvoir générer pas mal de chiffres. Donc, vous avez d'un côté, quand vous avez pris un abonnement, vous êtes considéré sur, vous êtes un revenu récurrent sur l'année N. Je vais donner 5 € par mois et pendant plusieurs années à mon fournisseur. Le churn, vous l'enlevez, c'est le pourcentage de départ de vos clients de votre service. Il y en a toujours, hein, on n'est jamais à 100%, ou si on est à 100%, c'est que vraiment on est tout seul à proposer le service et qu'il est vraiment disrupteur. Mais généralement, il y a quand même un petit concurrent qui arrive sur le marché. Et la CV, c'est le revenu que vous allez faire sur l'année complémentaire, le revenu que vous allez faire sur l'année en cours. Donc, donc le revenu sur les abonnés de l'année qui sont déjà là, moins leur départ, plus le revenu, et ça vous donne ce que vous allez faire comme revenu récurrent l'année prochaine. Donc c'est intéressant parce que ça ne cesse, comme la boule de neige qui dévale la pente, ça ne cesse la boule, elle ne cesse de grandir et d'accumuler du chiffre d'affaires récurrent en complément du chiffre d'affaires annuel que vous avez. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pour ceux qui ont déjà une entreprise, qui ont des commerciaux, il faut aussi changer leur mode de commissionnement parce qu'ils vont toucher, s'ils signent un contrat de 3 ans avec un client, ils vont être simplement commissionnés sur l'année de l'ACV, de l'année N,
en cours, mais ils seront commissionnés au fur et à mesure sur les autres années. Ce qui est intéressant pour vous, en tant que s'il y a des patrons des ventes dans la salle, c'est qu'ils vont devoir rester. Et donc, je ne vais pas avoir trop de départ et de turnover au niveau de mes commerciaux et de ma base de vendeurs. Donc là, un petit exemple, je passerai vite parce que j'ai plus que 5 minutes et je voudrais prendre des questions. C'est l'exemple de Salesforce, il y en a d'autres après, je passerai dessus. Mais vous voyez que là, entre 2001 et 2004, au démarrage de Salesforce, la première ligne, c'est donc le revenu récurrent. Voilà, donc c'est la base des clients installés, donc 37 millions. Puis l'année d'après, j'ai refait 37 millions, j'ai doublé, j'ai refait de la CV. Je n'ai pas eu une croissance énorme de chiffres, mais globalement, mon revenu récurrent de mes clients, avec le churn en moins, j'ai pratiquement doublé mon chiffre. Et d'année en année, je double mon chiffre d'affaires récurrent, sur une base de clients aussi, qui en termes de ratio et d'efficacité de croissance est très intéressante parce que je vais avoir une relation avec vous, mais qui ne va pas être aussi impactante dans mes chiffres marketing, mes investissements marketing, que pour acquérir de nouveaux clients. Donc c'est une base de revenus qui est hautement rentable. Et donc vous voyez dans la ligne d'en bas, qui est quand même la ligne la plus sympa, c'est le profit qui est fait sur ce revenu récurrent. Voilà, donc on arrive à 61% de profit sur des clients qui renouvellent, qui ont un renouvellement de maintenance permanent. Donc, et pour vous refaire signer sur un contrat, c'est toujours plus simple si en plus, bien entendu, vous avez accompagné le client à long terme. Donc là, d'autres exemples comme NetSuite, par exemple, avec des chiffres équivalents. La SuccessFactors, ils sont passés d'un modèle à un autre, donc c'était négatif sur le recurring revenu, ils sont devenus positifs pour atteindre 43%. Donc vous voyez, alors le 19 n'est pas bon, vous voyez que là, c'est pas la colonne 2009 qui a été prise, mais donc en moyenne, le renouvellement est de 90% pour ces éditeurs de logiciels. Donc c'est quand même assez important. Des opérateurs telco qui aimeraient bien avoir 90% de churn et surtout 50% de bénéfices, de profits sur ces revenus récurrents. Donc vous comprenez peut-être mieux pourquoi aujourd'hui Marc Benioff a refusé une offre à 70 milliards de Satya de chez Microsoft, qui lui-même a annoncé il y a un mois qu'il allait basculer l'ensemble de son business model sur un revenu d'abonnement. Donc Microsoft va basculer sur un modèle complet en abonnement. Donc là, bon, des petits chiffres de rapport annuel, et voilà. Donc j'aimerais voir s'il y a des questions dans la salle par rapport à ce modèle-là, entre des gens qui peuvent être plutôt entreprises, plutôt à vouloir développer des logiciels, et s'ils ont pensé, s'ils ont des questions autour de ce modèle. On apporte le micro. Qui a levé la main? Monsieur? Toujours le premier qui est dur à voir après, vous allez vous en... Oui, c'est ça, c'est toujours le premier, mais déjà, ça lève la main, c'est bon signe. C'est chaud, c'est bonjour. chaud. Bonjour. Donc, sur le slide, je pense que vous avez adressé à la fois le B2C et le B2B, et c'est pas pareil. Donc là, Salesforce est plutôt B2B. Oui, mais Netflix, et je pense que Salesforce... mais Netflix, c'est B2C. Ouais. Je pense que Salesforce... le succès, à mon avis, c'est pas le software as a service, hein, c'est l'outil en lui-même. Il y a trois choses, hein, parce que j'ai bossé 5 ans. C'est pour ça que je me permets. C'est d'une part l'interface utilisateur. C'est vrai que les produits de CRM avant Salesforce étaient quand même un petit peu difficiles à utiliser. Donc l'idée de Marc Benioff, c'était de dire je prends l'interface utilisateur d'Amazon, parce que c'était l'outil self-service en 2000. Le plus difficile technologiquement en back-office, mais le plus simple à utiliser. Qui a été formé pour utiliser Amazon? Personne, hein, ou à moins qu'il y ait un petit problème. Mais voilà, et donc il a fait un copier-coller. Hein. Marc Benioff, c'est la même interface utilisateur. Le 2, c'est de faire un produit multi-tenant. Donc tout le monde utilise le même produit de Salesforce, que je sois une start-up ou Schneider Electric avec 50 000 utilisateurs, tout le monde a le même produit. Si j'apporte une nouvelle fonctionnalité, tout le monde a la même en même temps. Donc ça, c'est intéressant vis-à-vis de mes clients, mais c'est aussi super intéressant vis-à-vis de ma R&D et de mon support, parce que c'est quand même clair que chez Salesforce, il n'y a pas de support.
quand on a une boîte de logiciels, on dit putain, il va y avoir une équipe support qui va faire de la hotline sur mon produit. Mais une vraie boîte de SaaS, il n'y a pas de support, puisque vous réalisez une fonctionnalité instantanément pour 110 000 entreprises, plus de 3 millions d'utilisateurs. S'il y a un bug, tout le monde le voit en un quart de seconde. Hein. Il y a des sandbox pour tester avant. Donc, il n'y a pratiquement jamais de bug. Et s'il y a un bug, c'est le mec qui a développé qui se remet dans le code pour trouver la solution. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, il y a eu un lapsus. Vous avez utilisé contrat de maintenance. Oui. Vous avez dit contrat de maintenance. Donc il y a un peu juxtaposition entre contrat de maintenance et le. Mais c'est vrai que Salesforce, à l'époque, en 2000, a révolutionné le B2B parce qu'il apportait les 3 choses à la fois. Une interface web facile, un abonnement, et tout le monde a le même produit qui va peut-être un petit peu égaliser les fonctionnalités. Tout le monde, il n'y a pas de spécificité par rapport à mon vertical applicatif, mais bon, on voit que ça fonctionne assez bien. Et une autre question sur le slide précédent, excusez-moi. Donc là, on est B2C. Oui. Alors la formule, oui. En France, on ne peut pas parler de période de 1 an ou 2 ans ou 3 ans. La régulation fait que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors on peut faire des forecasts, mais les conditions générales de vente à du particulier, à ma compréhension, c'est qu'on ne peut pas les engager. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez des opérateurs telco qui vous engagent sur 2 ans. Hein. Ouais, mais c'est quasiment c'est en paire de vitesse. Oui, Sauf mais si on vous file alors, justement, portable. c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce que vous proposez en termes de service. Si je prends un engagement sur 3 ans, mais que je fais ma simulation en temps réel et que je dis si je prends 1 an, c'est 10 € par mois, mais si je prends sur 3 ans, c'est 6 voire 5, et vous allez hésiter. Et vous allez peut-être vous engager sur 3 ans, parce que là, mais ça va être intéressant pour le client, mais c'est aussi intéressant pour vous en termes de fournisseur de service, parce que vis-à-vis de la banque, de vos investisseurs, vous avez une visibilité sur votre business, sur un client qui ne va pas, si vous l'accompagnez bien quand même, qui ne va pas te churner. Donc c'est là où justement il faut une plateforme pour pouvoir mettre ça facilement en œuvre, pour pouvoir faire des simulations. Nous, on peut vous proposer pour un contrat d'abonnement, vous pouvez isoler une population et lui proposer dans votre CRM, je vais forecaster sur tel département un nouveau service ou tel profil un nouveau service, et je vais voir s'il marche ou pas. Et s'il marche, je le déploie à d'autres. Et donc je vais pouvoir faire des échantillonnages et aller beaucoup plus en finesse sur une demande client et pouvoir y répondre. Aujourd'hui, les outils, j'en discutais juste avant de passer sur scène, les outils généralement que vous avez sur le marché pour faire de l'abonnement, ils sont soit dans votre compta, alors là, compliqué, une compta SAP pour la réadapter, ou ils sont gravés dans le dur et codés dans le dur sur votre site. Et vous pouvez. Et aujourd'hui, un opérateur telco, il sort un nouveau service, il sort un nouvel outil de billing. À chaque fois qu'il sort un nouvel outil. Donc, bon, ça devient hyper compliqué. Là, je dirais que nous, de côté Zuora, on pense qu'on va pouvoir révolutionner l'abonnement comme Salesforce l'a fait dans le CRM il y a 15 ans. Sachant, que c'est aussi une tendance d'avoir de la souplesse et de l'usage simple à la consommation. D'autres questions ? Je me permets une question avant. Ouais. Je ne sais pas si vous avez ça en France. Nous, au Canada, au Québec, on réussit à amortir nos acquisitions de logiciels sur plusieurs années. Et maintenant, le modèle SaaS détruit cette facilité fiscale-là qui nous permettait de faire de la bonne comptabilité. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez que ça a comme impact pour une entreprise, même une start-up, qui normalement pouvait peut-être reporter ses dépenses comme ça et avoir un actif et obtenir du financement, faire financer par des banques? Je suis d'accord que là, c'est des législations. Donc effectivement, c'est des législations fiscales qui peuvent avoir un impact. Je pense qu'elles vont évoluer. Nous, on y travaille au niveau de la fiscalité pour justement que ça soit plus simple pour amortir et pour que ça soit intégré dans votre système d'amortissement. Parce que globalement, tous ces outils-là, ils ont généralement un impact très fort sur la qualité de service que vous allez donner à vos clients. Donc, c'est toujours un calcul de bénéfices et de retour sur investissement entre je ne vais pas pouvoir déduire, mais je vais être 10 fois plus efficace et rapide sur mon marché.
c'est pas simple, je suis d'accord. J'avais une question sur l'usage, parce que vous avez parlé notamment là, de l'exemple du bouton à pusher qui déclenche la facturation. Est-ce que le modèle où on reporte une partie de l'investissement, de l'abonnement, de mois en mois, est-ce que ça se développe ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas pertinent dans le modèle? Le fait de pouvoir, par exemple, des mutuelles qui vont sur un an dire vous n'avez pas utilisé de services de santé, on vous reverse une partie de votre souscription, ou bien un opérateur telco qui dit vous n'avez pas utilisé votre forfait, donc on vous le reporte d'un mois sur l'autre, etc. Moi, je n'ai pas encore assez d'expérience chez Zura pour vous le dire. On pourra revoir après et puis que je trouve l'info si déjà, parce que c'est vrai que mes collègues américains voient des modèles se mettre en place que nous, on n'a pas encore vu. Généralement, ça met 6 mois pour arriver en Angleterre et ça met 3 ans pour traverser la Manche, les business models, pour aller sur l'Europe continentale. Je vais regarder et puis je vous dirai, mais aujourd'hui, j'ai pas forcément... la plateforme le permet, puisqu'elle l'historise et on peut très bien... Maintenant, on a quand même fait du bénéfice constaté d'avance, qu'on a engrangé du chiffre constaté d'avance, donc ça doit être complètement étudié dans le process d'intégration dans l'outil comptable. Ça, c'est clair, hein, parce que sinon, ça peut poser des gros soucis fiscaux. Une autre question? Est-ce qu'on a d'autres questions? Je sais qu'il y avait un monsieur qui avait levé la main. Yes. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage sur le modèle du coût de votre solution? Tout à fait. Pour des startups, autant pour des startups que des PME que des... Donc il y a un coût sur la plateforme d'usage récurrent annuel. On applique le même modèle que chez nos clients. Maintenant, après, le coût d'exploitation, il n'est pas sur un nombre d'utilisateurs, hein, parce que c'est un coût par rapport à la facture émise. Et donc, c'est un coût qu'on établit en relation entre nous et le client pour qu'il puisse projeter quel sera le chiffre d'affaires qu'il va générer sur ce nouveau modèle. Et nous, on prend un pourcentage infini-décimal pour pouvoir se rémunérer sur les transactions et sur l'exploitation de nos serveurs qui vont faire les 9 milliards de transactions. Donc après, c'est une question de projection. On a signé un contrat avec Schneider, on a travaillé avec eux sur tous les nouveaux services en ligne de Schneider seront opérés par nous. Donc là, pour administrer un endroit comme ça, ils vont remonter de l'information de tous les devices de gestion électrique des bâtiments, analyser les données dans le cloud et vous proposer des services de gestion. Là, ils étudient, ils font une projection du chiffre d'affaires qu'ils peuvent avoir avec leurs clients pour voir combien de transactions ils vont pouvoir opérer. Donc c'est de la discussion au cas par cas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Mais il faut quand même comprendre que rien que sur la partie billing, quand vous émettez une facture, généralement elle coûte entre 1 et 10 euros. Donc quand vous avez des factures à 5 euros, c'est hyper impactant, des milliers de factures à 5 euros. Donc nous, les rapports sur ces factures-là, ils sont de 1 à 10 par rapport à ces coûts-là. Donc on devient super intéressant quand vous avez quelques milliers d'utilisateurs avec des petits montants. Et là, on devient très 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 rentable pour vous. Une autre question? Oui, bonjour. Je vois pas. Ah oui, pardon. Il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui développent des modèles SaaS avec du freemium. Est-ce que vous avez une idée de la moyenne des taux de conversion de ce type de modèle commerciaux? Je peux regarder, mais là, from scratch... Vous n'en avez pas d'idée? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce modèle-là systématiquement avec les éditeurs de soft, où il y a un freemium, où tous les services sur la page web, il y en a un freemium et tout est grisé sur les fonctionnalités et les services complémentaires. Et bon, faut appâter, quoi, c'est sûr, mais il faut bien comprendre que le freemium, il doit être sur vraiment le minimum de ce que vous pouvez délivrer. Et le reste, il est là
à différents taux pour pouvoir monter. Je vais regarder et on pourra échanger, puis je vais regarder si on a des stats là-dessus. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans l'écran, vous voyez sur la finance et sur les statistiques, on est capable aujourd'hui pour des clients de donner des stats facilement sur le taux de conversion de mon freemium, si ça marche, si mon freemium il bascule sur le service A, B, C ou D, pourquoi ça ne marche pas sur le A, de relancer le A pour savoir pourquoi il ne souscrit pas sur le C. Donc ça donne beaucoup d'informations pour réengager sur les services qui vendent ou qui ne vendent pas. Mais par exemple, dans la presse britannique, ils se sont aperçus que si le souscripteur sur Financial Times ouvrait ses contenus sur une tablette, ils avaient 80% de chances de vendre plus de services à cette personne-là que s'ils le regardaient en mode browser. Donc il y a des comportements. C'est une analyse c'est plein d'infos sur l'analyse comportementale et qui permettent après de réengager avec des outils marketing du marché de façon très très efficace. Très 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 efficace. On a peut-être complètement dépassé le temps. Oui, on commence à être un peu plus serré. Un peu short. On est un peu short. Je suis sûr qu'on aurait pu poursuivre la discussion pendant un bon bout de temps. Un très bon bout de temps. Ça intéresse beaucoup de gens dans la salle. Je sais qu'il y a même un Québécois de Mail Squad qui est en SAS qui voulait analyser un peu votre présentation. Je suis sûr qu'il va vous poser des questions à la sortie. Pas de problème. Merci beaucoup. Énormément de merci votre présentation. Merci à tous et merci pour vos questions. Au revoir.